Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le cours sur les cristaux en parlant de l'arrangement cubique face centré, donc qui est le premier arrangement compact possible, qui est obtenu, je le rappelle, en empilant des plans compacts de trois types différents ABC, ABC, ABC. Donc ici, pour décrire cet arrangement cubique face centré, comme je l'ai dit dans l'autre leçon précédente, nous allons nous servir de la maille élémentaire. Donc, la maille élémentaire, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une petite entité qui, répétée à l'infini, va générer l'ensemble du cristal parfait. Donc ici, on va utiliser un cube de côté A qui comporte un motif sur chaque sommet, vous voyez, donc comme ceci, et un motif au centre de chaque face. Alors, si on regarde attentivement, ce qu'on va constater, c'est que les plans de type ABC, ABC, ABC que l'on avait étudiés hier se retrouvent dans les diagonales, comme ceci. Donc, là, on va avoir un réseau qui va être un ensemble de positions géométriques défini donc avec le schéma de droite et le motif qui va se répéter sur le réseau, qui sera donc ici un atome métallique en général quelconque. Alors, par exemple, on peut envisager comme type de métal cristallisant en cubique face centrée, soit l'argent, soit l'or. Et on va se proposer d'étudier ces deux structures et de les visualiser. Alors, première chose que l'on va faire ici, on va ouvrir un logiciel qui s'appelle Minusc. Ce logiciel va nous permettre de visualiser les structures cristallines en direct, de les faire tourner, d'ajouter des mailles, etc. Donc l'adresse est indiquée en bas de votre fenêtre, et nous allons ici visualiser l'argent et l'or sur Minusc. Donc on va transitionner vers le navigateur internet, hop, comme ceci. Donc là vous avez maintenant le navigateur qui s'affiche à l'écran, et Minusc va pouvoir être lancé. Donc ici on va mettre démarrer Minusc, vous voyez un petit temps de chargement, et un premier cristal qui est affiché à l'écran. Alors ce cristal-là ne va pas nous intéresser ici, il est entre guillemets trop complexe pour le cadre des programmes de CPG. Alors vous voyez une liste assez longue sur le côté, et dans cette liste, nous allons sélectionner, par exemple, vous voyez ici l'or. Or, quelle spécificité va avoir l'or? Eh bien, l'or, alors vous voyez, on peut zoomer et dézoomer en utilisant la molette de la souris. L'or va avoir pour spécificité de cristalliser dans un mode cubique face centrée. Alors sur la droite, vous voyez que vous pouvez choisir soit des sphères qui vont directement être tangentes pour représenter le cristal, à ce moment-là il vaut mieux dézoomer un petit peu, soit des sphères à 20%, et ces sphères à 20% peuvent être reliées soit par des bâtonnets, comme c'est le cas ici, soit des fils de fer, soit on peut faire apparaître les sphères toutes seules. Alors, ici, le cristal d'or est un cristal cubique à face centrée. Qu'est-ce que ça va signifier? Donc ça va signifier que sur chaque sommet du cube, on va observer un atome d'or. Et sur chaque centre de face, donc 6 centres de face, on va également observer un atome d'or. Donc ici, si on veut revenir un petit peu sur l'empilement de plans compacts, on va repasser avec une utilisation des sphères. Alors, l'utilisation des sphères et le fait de générer plusieurs mailles va faire apparaître les plans compacts dont nous avions parlé l'autre jour. Alors ces plans compacts ne vont pas forcément être évidents à voir ici. Alors il faut choisir le bon angle de vue. Alors un angle de vue qui semblerait adapté serait ici. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ici un atome qui appartient au plan A. Derrière le plan B, avec les trois atomes qui sont ici. Vous voyez notamment que l'atome du plan A repose sur trois voisins. On va imaginer assez aisément que cet atome serait complété par 6 autres atomes qui feraient le tour de celui-ci, pour définir l'ensemble du plan A. Donc je reviens sur la représentation à une seule maille. Donc là, si l'on prend la maille en vue du dessus,
comme ceci. Vous voyez apparaître les atomes du plan A, les atomes du plan B, et en arrière-plan, derrière, les atomes du plan C. On repasse en sphère à 20%. Vous voyez ce que je dis. Donc ici, vous allez avoir un premier atome d'or, qui va être au contact de 3 atomes dans le plan inférieur. Puis, dans le plan encore inférieur, on va aller, entre guillemets, boucher les trous qui n'ont été occupés ni par le plan de type A, ni par le plan de type B. Donc je repasse la maille en visualisation plus standard. Donc souvent comme ceci, un cube, et l'on complète le milieu des côtés. Alors on va revenir maintenant sur un autre exemple, avant de repasser sur le tableau, l'exemple de l'argent. Et vous allez voir que l'argent cristallise exactement de la même manière. Donc je passe en fil de fer. Et donc vous voyez ici l'argent, vous allez avoir un cube, et au centre de chaque face de ce cube, vous allez avoir un atome d'argent. Nous allons maintenant donc retourner sur le tableau blanc pour essayer d'étudier tout ceci plus en détail. Alors, la structure cubique face centrée peut donc se représenter de la manière suivante. Donc là, il faut s'entraîner impérativement pour tout ce qui est exercice de type concours à représenter la maille élémentaire. Donc ici, l'idée, ça va être de commencer par représenter la maille cubique en tant que telle. Et une fois que l'on a représenté la maille cubique, remplir, il va s'agir de remplir donc les milieux des faces. Donc on représente les mailles cristallines en perspective dite cavalière. On relie déjà par des traits les différents atomes. Hop. Donc on va dire que là c'est pas terrible, je vais recommencer. On relie par des traits donc les différents atomes, ce qui va représenter finalement le cube qui délimite la maille. Une fois que ceci est fait, on part sur la représentation des centres des faces. Donc les centres des faces vont être représentés par d'autres atomes qui ont le même statut que les premiers. Hop, donc voilà pour la maille élémentaire. Ensuite, je vais changer de couleur pour représenter le centre des faces. Alors, si les atomes sont identiques, vous n'avez pas besoin de le faire, ce changement de couleur. Je vais le faire simplement pour que tous les centres apparaissent de manière un petit peu plus évidente. Donc là, pour l'instant, j'ai représenté, en croisant les deux diagonales, le centre de la face du haut. En croisant fictivement les deux diagonales, le centre de la face situé à l'arrière. En croisant fictivement les deux diagonales, le centre de la face latérale gauche. De même, je représente le centre de la face latérale droite, le centre de la face inférieure et le centre de la face avant. Alors, ce qu'on constate ici, assez aisément, c'est que tous les atomes ici, changer de couleur, ça sera mieux, tous les atomes situés ici dans ce plan, donc vont correspondre à un plan de type soit A, soit B, soit C. Alors, je m'explique ici. Ça signifie que si l'atome tout seul en haut ici appartient à un plan de type A, alors tout le plan ici est un plan de type B, tout le plan ici un plan de type C, et on retrouve ici l'atome tout seul qui appartient lui aussi à un plan de type A. Alors, une fois que l'on s'est intéressé à la représentation de la maille, on peut s'intéresser également à ce qu'on appelle la population de la maille. Donc la population de la maille, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le nombre d'entités qui appartiennent en propre à la maille. Alors, appartenir en propre, qu'est-ce que ça signifie? Appartenir en propre, ça signifie que les entités qui sont dans les coins sont des entités qui sont divisées entre plusieurs mailles. Les entités qui sont au milieu des faces, même chose. En gros, dans l'idée, pour une entité au milieu d'une face, vous imaginez un plan qui passe par le milieu. Donc vous imaginez une orange ou une pomme, et vous mettez un coup de couteau au milieu de cette orange ou de cette pomme. En propre, il y a donc un demi
une demi-entité, donc ici une demi-orange si on travaille en cuisine, qui appartiendrait à la maille. Pour les motifs situés sur les arêtes, il faut imaginer qu'ils vont être coupés non pas en 2, non pas en 4, mais en 8. C'est-à-dire que chaque entité située au sommet va être divisée entre les 8 mailles qui se touchent sur ce sommet. Au milieu d'une arête, en suivant la même logique, on arrivera à une division par 4. En effet, une entité qui serait au milieu d'une arête, ici, en supposant qu'elle existe, serait divisée entre les 4 mailles qui se touchent le long de cette arête. Donc la population de la maille va se calculer de la manière suivante. On va commencer par dénombrer les motifs sommets. Donc les motifs sommets sont les motifs situés sur les 8 sommets de la maille cubique. Les 8 sommets qui comptent chacun en propre pour la maille pour 1/8 du motif. 8 fois 1/8, ce qui nous donne un motif qui appartient en propre à la maille. En plus de la contribution des motifs sommets, nous allons compter aussi les contributions des centres des faces du cube. Alors, nous avons sur un cube 6 faces. Chaque centre de face, vous le voyez ici, est coupé en 2. Donc nous allons avoir en contribution en propre à la maille, donc à l'intérieur du volume du cube, 6 fois un demi-motif. 6 fois un demi, ce qui nous donne 3 motifs. La somme des deux va nous donner la population de la maille, donc le nombre d'entités appartenant en propre à cette maille. Ici, on constate que la population, notée Z, sera égale à 4. Donc nous avons ici une maille qui est une maille multiple. Nous allons donc ici, ensuite, essayer de décrire le contact entre espèces. Alors, le contact entre espèces dans une maille, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, le contact entre espèces va se faire entre des sphères compactes, agencées de manière compacte. Si on regarde attentivement le schéma de la maille qui est ici, on constate que le contact entre deux sphères, on peut faire un petit retour aussi sur comment minuscule pour mettre ceci en évidence. Alors, je fais ce petit retour justement, transition, hop, on va remettre minuscule là-dessus. On constate que le contact entre les sphères va s'effectuer le long de la diagonale des faces. Vous voyez, ici, j'ai la diagonale d'une face, et donc cette diagonale va représenter la distance le long de laquelle le contact s'effectue entre les sphères. Donc ça, c'est la version vidéo. Donc vous voyez bien ici les contacts, ici les contacts. On tourne, encore des contacts ici, encore des contacts ici, etc. Je reviens sur le cours en tant que tel. Hop, donc tableau blanc, hop, je transitionne. Et donc ici, le long de la diagonale des faces, j'ai un contact qui se crée. Je vais le mettre en évidence ici. La question à se poser maintenant est de savoir ce que vaut cette distance. Alors cette distance, on voit assez aisément qu'elle va valoir 4 fois le rayon des entités disposées pour créer le cristal. Donc on va avoir une fois le rayon ici, donc j'avais dit une fois le rayon ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici. Donc on sait déjà que cette distance, la diagonale, vaudra 4 fois le rayon des entités. Ensuite, on va s'intéresser au lien entre la diagonale et le paramètre de maille A. Alors le paramètre de maille A, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la longueur d'un côté de la maille cubique. Donc ici, on va retrouver A. Ici, on va également retrouver A.
D'après le théorème de Pythagore, on voit que l'on a affaire ici à un triangle rectangle isocèle, et donc on va avoir l'hypoténuse de ce triangle rectangle, qui constitue la diagonale, qui vaudra racine de 2 fois A. Donc en combinant les deux égalités, l'égalité en lien avec le rayon et l'égalité en lien avec le théorème de Pythagore, ici, tout simplement, eh bien on va avoir la condition de contact entre les sphères qui va se traduire sous la forme que racine de 2A vaut 4R. Donc cette relation aura une importance énorme par la suite. Nous y reviendrons donc assez souvent. Assez souvent, on se rapportera à cette égalité. Alors, une notion importante également quand on est en train d'étudier des structures cristallines, c'est une notion qu'on va appeler la coordinance. Alors la coordinance, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nombre de plus proches voisins associés à une entité dans le cristal. Donc finalement, le nombre de contacts d'une entité avec ses voisins. Alors ici, on va, pour mettre ceci en évidence, travailler avec les empilements compacts de plans tels qu'on les a vus hier. Alors, le plus simple pour mettre en évidence la coordinance, bon, c'est de se focaliser sur une entité donnée. Ici, nous allons nous focaliser sur l'entité qui est au centre ici. On voit assez aisément dans un plan compact que cette entité est en contact avec ses 6 plus proches voisins. Donc cette entité est en contact avec ce voisin, ce voisin, ce voisin, ce voisin, ce voisin et ce voisin. Ce qui fait dans le plan 6 contacts avec les plus proches voisins. Ici, on va supposer que l'on est dans un plan de type B. D'accord ? Ce plan de type B est coincé entre un plan de type A et un plan de type C. Alors, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que dans le plan situé en dessous, nous allons avoir, alors je vais changer de couleur pour que ça se voit mieux, nous allons avoir des entités qui se disposent de manière à recréer en décalé le plan du dessus. Alors, les contacts avec les éléments de ce plan seront donc au nombre de 3. On voit assez aisément que l'entité sur laquelle je me focalise ici est au contact avec 3 entités avec le plan de type A voisin. Donc, avec le plan de type A voisin, je vais avoir 3 contacts. Avec le plan de type B, j'avais dit 6 contacts. Et si je me focalise sur le plan de type C situé au-dessus, eh bien à ce moment-là, je vais positionner les entités de la manière suivante. Vous vous rappelez, on avait dit que pour générer une structure cubique face centrée, les entités étaient disposées sur un plan qui ressemblait aux deux autres, mais qui était décalé par rapport aux deux autres. Donc, voilà la disposition des plans compacts les uns par rapport aux autres. Les liens avec les entités du plan de type C représenté ici vont se faire le long de 3 droites. Donc on va avoir 3 contacts avec les entités du plan situé au-dessus. Un contact ici, un contact ici et un contact ici. Nous allons donc démontrer, dénombrer plus exactement, ici, qu'avec le plan de type C
située au-dessus, l'entité admet 3 contacts. Alors, au final, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une coordinance qui vaudra 3 plus 6 plus 3, une coordinance de 12. Et cette coordinance, c'est la coordinance la plus élevée que l'on peut observer pour l'association dans l'espace de sphères identiques. Dans le plan, la coordinance est de 6, et on rajoute 3 contacts avec les plans du dessus. 3 contacts avec le plan du dessous. Alors, toutes les notions précédentes vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et d'introduire une nouvelle grandeur. Alors oui, ça fait beaucoup de définitions, mais la cristallographie est construite ainsi. Ici, la nouvelle définition, ce sera la compacité. Alors la compacité, qu'est-ce que ça va représenter? Ça va représenter le taux d'occupation de l'espace. Autrement dit, le rapport du volume occupé par les entités appartenant en propre à la maille sur le volume total de la maille. Donc la compacité, de manière générale, c'est le rapport du volume occupé sur le volume de la maille. Alors, cette compacité, on va pouvoir ici la calculer. Et on va pouvoir montrer qu'elle est égale à pi sur 3 racine de 2. Alors, vous allez dire que c'est une formule un petit peu étrange. Effectivement, dans le cas du cubique face centré, c'est vaut pi sur 3 racine de 2. Donc on va s'atteler à démontrer ce résultat. Alors, on va voir que de manière même plus générale, cette compacité, c'est celle qu'on va retrouver pour toutes les structures compactes. C'est-à-dire que tous les assemblages compacts de sphères vont être associés à cette compacité. Ça paraît relativement logique. Si on parle d'assemblage compact, ça veut dire qu'on a le taux d'occupation de l'espace qui est maximal. Alors, première chose à faire au sein de cette démonstration, c'est de calculer la population de la maille. Si on veut déterminer le volume occupé, il faut compter le nombre d'entités appartenant en propre à la maille. Donc ici, la population, Z, sera au nombre de 8 fois 1 huitième pour les éléments situés sur les sommets, plus 6 fois 1 demi pour les éléments situés au milieu des faces. Donc une population de 4. Donc on sait qu'on devra multiplier par 4 le volume d'une entité. Autre chose dont on aura besoin, si on veut pouvoir simplifier le rapport du volume occupé sur le volume de la maille, il va falloir faire une simplification entre le rayon des entités et le côté A, autrement dit le paramètre de maille, associé à la maille cubique que l'on est en train d'étudier. La relation entre A et R, on le rappelle, se fait en utilisant le contact entre entités le long d'une diagonale. Le contact le long de la diagonale des faces va nous dire que finalement, racine de 2a vaudra 4r. Donc la diagonale de la face, ici, vaut 4 fois le rayon, et vaut racine de 2 fois le paramètre de maille. Le volume de la maille lui-même, eh bien, le volume de la maille lui-même va être relativement simple à calculer. En effet, on a affaire à une maille cubique, donc le volume de la maille va se relier directement au paramètre de maille par la formule V de la maille qui vaut A au cube. Le volume occupé, alors le volume occupé, lui, ce sera relativement simple une fois qu'on a la population, ce sera la population de la maille fois le volume d'une entité. Alors, le modèle utilisé, on l'a dit, c'est un modèle de sphère dure.
Donc un modèle de sphère dure va dire que une entité est une sphère, enfin une boule plus exactement si on veut parler de volume. Donc une entité est une boule de rayon grand R. Donc ici on va avoir le volume occupé qui vaudra Z fois 4/3 de pi fois le rayon des entités que l'on élève au cube. La compacité va se calculer maintenant en faisant le rapport des deux volumes, donc volume occupé sur volume de la maille. Et on va chercher toutes les simplifications possibles. Alors, le volume occupé, on l'a dit, c'est 4 fois 4/3 de pi fois le rayon au cube, avec une population de 4. Le volume de la maille, oula, pourquoi j'ai mis un S? Le volume de la maille vaut A au cube. Donc finalement, je vais pouvoir dire que 4 fois 4/3 de pi r au cube sur A au cube vaudra 4 fois 4, donc 16 fois pi fois r au cube sur 3 fois a au cube, sachant que a au cube vaut 4r sur racine de 2 au cube. Alors, ici, je vais obtenir donc C, qui va être égal à 16 sur 4 au cube, donc il va rester 1/4. Je vais avoir ici racine de 2 qui va remonter au numérateur élevé au cube. Donc je vais avoir racine de 2 au cube sur 4, il va me rester racine de 2. Donc racine de 2 fois pi sur, alors ici je vais avoir 3, alors donc pour l'instant ici j'ai racine de 2 au cube qui remonte, j'ai 16, j'ai 4 qui va venir ici, et ensuite je vais avoir r au cube ici, r au cube ici. Et donc finalement, en poursuivant le calcul, je vais obtenir C qui vaudra 2 fois racine de 2 fois pi fois r au cube sur 3 fois 4, donc 3 fois 2 fois 2 finalement, fois r au cube. Donc je vais obtenir pi sur 3 racine de 2, le résultat qui était attendu. Alors qu'est-ce que ça va signifier ici? Si je fais l'application numérique, je vais constater que la compacité, c'est-à-dire le rapport du volume occupé sur le volume disponible, vaut 0,74. Donc ici, j'ai atteint la limite haute théorique du taux d'occupation de l'espace pour un assemblage de sphères identiques. Au mieux, j'arriverai à occuper 74% de l'espace disponible. Donc tous les autres assemblages seront forcément moins compacts et vont avoir des compacités associées qui vont être un petit peu plus faibles. Alors ici, je vais faire une petite exception, enfin petite excursion un petit peu plus loin dans le plan du cours, pour des raisons de taille de vidéo, et je vais passer au paragraphe petit 6 qui traite de la masse volumique et du paramètre de maille. Donc, les résultats que nous avons établis ici vont permettre également de travailler avec la masse volumique, donc qui est le rapport de la masse des atomes de la maille sur le volume de la maille. Donc ici, la masse volumique, ρ, on voit que ça vaudra la population fois la masse d'une entité,
sur le volume de la maille. Et donc le volume de la maille, on sait ici que pour une maille cubique, ce sera le paramètre de maille élevé au cube. Alors, la masse d'une entité, comment est-ce qu'on va la déterminer? Eh bien, de manière générale, en chimie, on connaît les masses molaires des entités. On sait que la masse molaire d'une entité, c'est la masse d'une mole de cette entité. Donc si l'on veut obtenir la masse d'une entité, on va prendre la masse molaire qui est connue, qui est une grandeur qu'on va dire tabulée, donc fournie dans les tables, pour obtenir au final la population fois la masse molaire divisée par la constante d'Avogadro fois A au cube, donc la constante d'Avogadro qui est le nombre d'entités compris dans une mole, dans un paquet finalement d'entités, la mole étant un paquet adapté à la chimie. Et donc ici, on va pouvoir, en connaissant la masse molaire des entités, en connaissant la population et en connaissant la masse volumique, donc qui est une grandeur accessible à notre échelle. Alors comment est-ce qu'on accède à la masse volumique? On prend un échantillon de l'espèce que l'on veut étudier, on mesure son volume, alors, si c'est liquide avec de la verrerie de précision, si c'est solide on taille un bloc aux bonnes dimensions, on mesure la masse simplement en posant l'échantillon sur une balance, le rapport des deux donne la masse volumique. Et donc vous voyez que si on connaît le mode de cristallisation d'une entité, c'est-à-dire qu'on connaît la population d'une maille, on va pouvoir derrière, en connaissant la masse molaire des entités qui sont présentes, trouver très simplement quelque chose de microscopique, le paramètre de maille, à partir d'une grandeur accessible de manière macroscopique, la masse volumique. Donc ici, le paramètre de maille, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Eh bien simplement en isolant A dans l'expression précédente. Donc A vaudra la population de la maille fois la masse molaire des entités comprises dans cette maille sur la constante d'Avogadro fois la masse volumique, le tout pris à la racine cubique. Alors ici un exemple qui va nous permettre de conclure, ce sera l'étude du calcium. Donc on nous dit que le calcium ne se trouve jamais à l'état de corps pur dans la nature. Donc il n'est pas rare en effet pour les métaux qu'ils se trouvent à l'état naturel sous forme d'oxyde, c'est-à-dire l'atome de métal combiné avec l'élément oxygène notamment, voire l'hydrogène. Alors on a dans l'idée quand même que l'oxygène et l'hydrogène sont les deux éléments constitutifs de l'eau, et on sait que l'eau a tendance à interagir avec une bonne partie des métaux qui sont présents donc, dans la nature. Donc ici, première chose dans l'étude du calcium, on nous demande, alors ça ce sera un petit peu un exercice type, de représenter la maille de la structure. Donc là, on se rappelle de ce qu'on a fait précédemment. On positionne les atomes présents dans les coins. Ensuite, servez-vous autant que faire se peut des carreaux de vos copies si vous en avez. Ensuite, on représente ceux qui sont situés au centre des faces. Hop, comme ceci. Faites en sorte, petite astuce, faites en sorte d'avoir 3 centres de face dans chaque plan. 3 centres de face dans chaque plan, ça signifie que vous avez bien 6 centres de face disponibles. Et on complète en traçant les côtés de la maille en question. Donc ici, hop, rapidement, un traçage de trait, hop, un autre trait. Voilà, donc entraînez-vous chez vous à représenter ces mailles entre guillemets le plus vite possible. Il n'est vraiment pas rare sur les écrits que vous ayez, ou les oraux, que vous ayez ce type de questions à effectuer dès le début. Représentation graphique de la maille cubique face centrée, ce qui va nous servir de base d'étude pour la suite. Alors l'erreur à ne pas faire, ici, c'est de mettre une entité en plein milieu. La structure est dite cubique face centrée, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On a des entités qui sont au centre des faces. Alors,
Ici, on nous demande pour le calcium, en connaissant la masse volumique, donc qui vaut ici, on nous donne 1550 kg par mètre cube, et en nous donnant la masse molaire du calcium, qui vaut 40,08 g par mol, de retrouver le paramètre de maille ainsi que le rayon du calcium. Donc, la maille élémentaire est représentée ici. La population, eh bien, la population, ce sera vraiment une question très classique auquel il faut s'habituer à répondre. Donc on va avoir ici Z qui vaudra 8 fois 1/8 pour les motifs sommets, plus, pour les centres des faces, 6 fois 1/2. Ce qui va nous donner, au final, une population de 4. Donc ce résultat sera toujours le même pour une structure cubique face centrée, évidemment. Pour retrouver ensuite le paramètre de maille, eh bien, on exploite la formule précédente. Donc, on connaît la masse volumique, on connaît la population, on connaît la masse molaire du calcium, on connaît la constante d'Avogadro, 6,02 puissance 23. On va donc trouver le paramètre de maille. Donc ici, après calcul, alors faites bien attention de passer toutes les distances dans les mêmes unités, faites attention au fait que les masses molaires et les masses volumiques ne sont pas forcément données dans les mêmes unités, souvent les masses molaires vont être données en grammes par mol, les masses volumiques en kilogrammes par mètre cube. Donc si vous avez le moindre doute, ce qu'il faut faire ici lors d'une application numérique, c'est tout repasser dans les unités du système international. Masse en kilogrammes, longueur en mètres. Donc après calcul, en ayant bien fait attention aux dimensions des différents termes, on trouve un paramètre de maille à 556 picomètres. On peut en déduire ici assez naturellement le rayon du calcium. Donc le rayon du calcium, qui va être ici un rayon, alors, un rayon atomique, mais en fonction des types d'interactions qui lient les atomes, on va les classer en rayons atomiques covalents, en rayons ioniques ou en rayons métalliques. Le calcium étant un métal, ça signifie que la cohésion de la matière est assurée par des liaisons métalliques, mises en commun d'électrons par toutes les entités du cristal. Donc le rayon qu'on va obtenir ici, on va s'attendre à avoir un rayon qui va être un rayon de type métallique. Et donc ce rayon de type métallique du calcium, il va être obtenu grâce à la relation entre la longueur de la diagonale et le rayon. On se rappelle que le contact se fait le long de la diagonale des faces, que le long de la diagonale des faces, nous avons 4 fois le rayon du calcium, et que la longueur d'une diagonale d'une face vaut racine de 2 fois le paramètre de maille. Ainsi, on va obtenir le rayon métallique du calcium qui vaut 197 picomètres. Donc cette première présentation de la structure cubique face centrée prend fin. Il nous restera désormais à étudier ce qu'on appelle les sites d'insertion. Alors, on a vu, d'après le calcul de compacité, qu'il restait de la place disponible dans la structure cubique face centrée. Cette place disponible peut être exploitée par d'autres atomes qui vont venir s'insérer dans les espaces vides, parfois en déformant un petit peu la structure, parfois pas. Ces sites interstitiels, on va les appeler comme ceci, donc ces places vacantes, vont avoir, dans certains cas, des géométries simples que l'on va s'attacher à décrire. Donc on va avoir deux grandes catégories de sites. Des sites tétraédriques avec les entités présentes au centre des sites et reliées à 4 voisins. Des sites octaédriques
octaèdre, donc 6 sommets, dans lesquels les entités vont être connectées à 6 voisins. Ceci va se faire dans la prochaine vidéo, et je vous dis bon travail et la suite au prochain épisode.